Vous savez mon amour pour les modèles mentaux qu'on appelle également les thinking processes. Et donc, je vais vous parler ce matin d'un principe qui s'appelle le principe premier ou le first principle thinking. Et pour ceux qui s'en souviennent, je vous rappelle que c'est une série puisqu'il y avait eu dans la même ligne le 13 novembre dernier la présentation du principe de Pareto. Excellente présentation que je vous recommande et que vous pouvez retrouver sur YouTube avec finalement le moteur de recherche ou en vous abonnant bien sûr à la chaîne Melsion. Et donc nous allons avoir une deuxième occasion de parler des thinking processes. Et donc vous connaissez aussi mon admiration pour quelqu'un qui s'appelle Shane Parrish de Farnham Street, dans lequel je me suis inspiré de façon importante pour vous faire cette présentation. C'est lui qui a fait ces deux livres sur les modèles mentaux ou les thinking processes que je vous recommande chaudement depuis probablement le séminaire d'été de août 2020, peut-être même 2019. Et donc ce que dit Shane Parrish est intéressant, c'est que il y a les lois de la nature qu'on pourrait discuter bien sûr, mais tout le reste, selon lui, c'est juste une croyance partagée. Et donc il cite parmi les croyances partagées, je vous en donne une qui va beaucoup vous amuser, l'argent. L'argent, c'est une croyance partagée entre les êtres humains et encore pas tous. Donc si on va un petit peu plus loin, je vous propose de réfléchir à la façon dont nous apprenons, parce qu'il existe a priori trois grandes façons d'apprendre. La première façon, c'est par l'autorité. Un professeur, un dogme qu'on accepte et qui devient finalement partie intégrante de nous-mêmes, sans qu'on ait vraiment questionné en profondeur ce qu'on nous a enseigné. Alors, sur l'avantage de cette méthode, c'est sa rapidité, puisque on n'incite pas à la compréhension, mais on incite à simplement l'acceptation de cet enseignement comme étant une vérité. Deuxième solution pour apprendre, par la copie. Si je fais comme un bon joueur, par exemple de golf ou de tennis, je vais devenir un bon joueur, et on verra qu'il y a des grandes limites à cette façon de faire, mais qui est également une façon qu'on voit, et notamment on le voit dans tout le règne animal, on voit la capacité d'apprentissage par l'observation de finalement son congénère. Et puis, il y a une troisième méthode qui, par la réflexion personnelle, décompose le sujet qu'on étudie jusqu'à comprendre ses éléments de base. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui, bien entendu. Ce qu'on appelle First Principle Thinking, c'est chercher le principe premier. Et ne confondons pas tout de suite ce principe premier avec la cause. C'est une autre forme de réflexion. Là, on cherche à casser un problème complexe dans ses différents éléments constitutifs. Je sais, c'est pas la chronique la plus sympathique de l'année, mais c'est peut-être une des plus intéressantes intellectuellement. Restez avec moi. Vous avez donc, une fois que vous avez cassé un problème en éléments de base, vous pouvez reconstituer votre raisonnement depuis ces éléments, donc vous allez le casser et puis le reconstruire pour vérifier sa cohérence. Tout ça vous paraît un peu abstrait? Essayons d'illustrer. Il y a trois personnes que je vous propose de connaître et dont je vous propose d'approfondir la pensée. Aristote, si vous ne l'avez pas fait, c'est jamais mauvais. Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway. C'est la personne sur laquelle Warren Buffett se repose pour raisonner. C'est son sparring partner depuis des décennies. Et c'est lui notamment qui a mis en avant cette première notion de thinking processes en écrivant un livre sur la façon dont il analysait les opportunités d'investissement qui lui étaient proposées
et les marchés sous-jacents à ces opportunités d'investissement. Et puis le troisième, vous le connaissez, il est plus jeune, c'est Elon Musk. Et comme exemple de First Principle Thinking, Elon Musk nous en a donné un très intéressant quand il s'est intéressé, un physicien de formation, au prix des atomes qui composent une batterie. Parce qu'il voulait faire une voiture électrique et il butait sur le prix des batteries proposées par les fabricants de batteries. Et il ne comprenait pas pourquoi c'était aussi cher. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a remonté vers la composition de la batterie et il a calculé combien coûte le gramme de nickel, combien coûte l'atome de nickel. Il a rajouté évidemment des coûts industriels par-dessus et il s'est aperçu qu'il y avait une différence de moitié entre le coût de la batterie, selon ses estimations, et le prix proposé par la revente par les industriels. Et donc il s'est aperçu, par cette approche de premier principe, qu'il y avait une opportunité incroyable à fabriquer ses propres batteries. First Principle Thinking, je déconstruis mon problème jusqu'à ses éléments les plus petits. Allons un peu plus loin, on pourrait dire que nos idées sont comme des molécules. Alors, vous vous souvenez de vos cours de physique que les molécules sont composées d'atomes, lesquels atomes sont composés de particules, et puis vous savez qu'on descend maintenant à l'intérieur de la particule pour essayer de comprendre ce qui la compose elle-même. De la même manière, nos idées sont un assemblage de croyances, d'émotions et de prémices logiques. Sauf que quand on ne réfléchit pas à ses propres idées, quand on ne questionne pas l'origine de ses idées, tout cela est un paquet que notre cerveau nous propose et qui finalement nous laisse un peu pauvres dans notre raisonnement. Et donc, on peut, moi je dirais on doit, questionner ces idées pour en extraire les différentes composantes en strates successives. Alors c'est quelque chose que vous nous voyez faire un petit peu chaque semaine. Sachez que c'est quelque chose que nous pratiquons depuis bientôt 3 décennies et que nous essayons, alors sans le savoir probablement au début, d'aller questionner nos croyances, questionner les croyances des autres, bien sûr sur les sujets de l'entrepreneuriat, mais bien au-delà, et que une discussion intéressante, c'est une discussion qui va permettre de descendre en profondeur pour essayer de valider les prémices, de faire la part des émotions et des croyances. Je vous donne donc cette idée que c'est un voyage intellectuel en profondeur pour aller vérifier les composants de base de vos idées. Alors pour ceux qui sont passionnés de physique, j'ai rajouté ce petit tableau que je remercie, dont je remercie Wikipédia de me l'avoir fourni, parce que j'y ai appris notamment qu'il existait à ce stade 47 espèces de particules élémentaires. Et donc quand on pense qu'on comprend finalement la façon dont un atome, une molécule d'hydrogène par exemple est composée, eh bien ça dépend jusqu'à quelle profondeur on regarde, parce que évidemment, lorsque vous en êtes à la 47e particule, vous n'en êtes encore qu'à un système imparfait, et il existe, semble-t-il, sous le niveau de la particule, d'autres questions qu'on peut se poser. Mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous parler en passant des hyperons. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller dans le First Principle Thinking? Le questionnement socratique, vous allez me dire, c'est pas tout jeune, est une bonne méthode. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à la fois à un processus de questionnement discipliné. Ça n'est pas une rêverie, c'est quelque chose d'ordonné, de méthodique. On va essayer d'établir des vérités. Vous saviez combien nous sommes toujours prudents quand on parle de vérité, mais c'est l'objectif de la quête. Chercher la vérité. Nous voulons révéler les hypothèses sous-jacentes, décortiquer le raisonnement pour comprendre comment il s'est construit. Et enfin, nous cherchons
à séparer la connaissance de l'ignorance. C'est très intéressant. Nous ne cherchons pas à trouver la connaissance, nous cherchons à séparer la connaissance de l'ignorance, parce que ce qu'on ignore est tout aussi intéressant. Voilà par exemple, et je vais le décrire pour les personnes qui nous suivent en podcast, ce que peut être une pensée. Donc, sur l'écran, pour ceux qui nous suivent en direct ou sur YouTube, il y a là un nuage de mots avec tout un tas d'idées, de sous-idées, plus ou moins, qui sont plus ou moins grosses selon leur importance, mais on peut voir que dans ce nuage de mots, on n'a pas de connexion d'une idée vers une autre. On a un ensemble, finalement, d'éléments constitutifs non ordonnés. Alors là, maintenant, je vous demande du courage parce que ça va devenir un peu plus dur. Quelles sont les questions qu'on doit se poser, et peut-être même dans quel ordre, pour utiliser le raisonnement socratique afin de trouver les principes premiers? Première question, on veut clarifier notre pensée, expliquer l'origine de nos idées, et donc on va poser globalement la question « Pourquoi est-ce que je pense ceci ?» et « Qu'est-ce que je pense exactement ?» Donc, première phase, on va clarifier. Deuxième phase, on va remettre en question les hypothèses. Comment est-ce que je sais que ce que je pense est vrai? Bon exercice. Si je pensais le contraire, qu'est-ce qui se passerait? Troisième phase, je vais rechercher des preuves. Comment puis-je étayer mes propos? Quelles sont mes sources? Quatrième phase, il y en a 6, restez avec moi. Envisager d'autres perspectives. Que peuvent penser les autres? Comment savoir si j'ai raison? Et là, on peut interroger des gens qui pensent différemment, comprendre comment eux-mêmes arrivent à un raisonnement différent. Cinquième phase, j'examine les conséquences et les implications. Qu'est-ce qui se passe si j'ai tort? Quelles sont les conséquences si j'ai tort? Alors, ça, c'est beaucoup plus rare de passer par cette phase-là, parce que ça demande de vraiment questionner, finalement, sa propre responsabilité dans sa façon de penser. Sixième étape, je remets en cause mes questions initiales. Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Est-ce que j'avais raison? Quelles sont les conclusions que je peux tirer du processus de raisonnement que j'ai reconstruit? Alors, voilà à quoi ressemble le nuage de points de tout à l'heure, le nuage de mots de tout à l'heure, une fois qu'on est passé par une approche socratique. Vous voyez que tous ces points sont finalement ordonnés autour de 4 idées centrales. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est un espèce de diagramme avec des traits qui partent dans toutes les directions, qui relient les idées entre elles lorsqu'on peut les relier, mais surtout qui montrent que finalement, il y a 4 points qui sont des points d'appui solides du raisonnement. Donc ça, c'est une représentation graphique. Pas obligé d'en faire une représentation graphique, mais les gens qui pensent les systèmes complexes utilisent maintenant des outils comme ceci pour rechercher les principes premiers. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'après tout, si vous vous dites qu'en réfléchissant un peu plus dur, un peu plus long, un peu plus durement, un peu plus longuement, on peut avoir de meilleures idées ou des idées plus claires, bah, tout le monde devrait le faire. En fait, on a plusieurs obstacles sur ce chemin intellectuel. Le premier obstacle, c'est que c'est une expérience fondamentalement désagréable. Questionner sa pensée, questionner ses émotions, questionner ses croyances, aller chercher les hypothèses sous-jacentes, eh bien ça remet en cause la façon dont vous fonctionnez finalement, et peu d'êtres humains sont à l'aise naturellement dans cet espace. Cela dit, plus on le fait, plus c'est sympa.
on a le sentiment de perdre du temps. Puisqu'on a déjà une conclusion, puisque votre cortex préfrontal vous a fourni une sorte de raisonnement logique qui vous a amené à une conclusion, pourquoi aller questionner? Pourquoi aller perdre son temps à aller en profondeur questionner chacune des briques de votre raisonnement? On a déjà la solution, n'est-ce pas? Bien sûr que non. On a une solution, on ne sait pas quelle est sa qualité. Mais donc, c'est dur parce qu'on a le sentiment de perdre du temps, particulièrement quand on est à plusieurs et qu'on questionne ensemble les raisonnements des uns et des autres. Ensuite, eh bien, il y a un moment, et c'est un moment de solitude, dans lequel on ne sait plus. On ne sait plus pourquoi. On est arrivé au bout. Vous connaissez cet exercice qui consiste à poser 7 fois pourquoi de suite cette question à quelqu'un lorsque vous dire ben tiens pour déjeuner je ne prendrai pas de dessert. Oh, pourquoi? Ah bah et pourquoi et pourquoi? Et en général la personne va s'enflammer au bout du troisième ou quatrième parce que il n'y a plus rien derrière pour l'instant. Hein, tous les parents connaissent ça. C'est au bout d'un moment, il y a une période dans laquelle les enfants n'arrêtent pas de questionner le monde et la question pourquoi est un excellent outil pour ça. Et à la fin, on finit par lui dire ben parce que je le dis, parce que c'est comme ça, parce que. Évidemment, on n'est pas allé assez loin dans son raisonnement pour résister à la séquence des pourquoi. Et c'est très désagréable d'être à ce moment-là. En même temps, c'est l'indication que vous avez encore du travail devant vous. Dernière chose, il faut gérer ses émotions et gérer celles des autres. Comme je l'ai dit, c'est extrêmement inquiétant pour votre cerveau et celui de vos collaborateurs, par exemple, de vos collègues, de vos confrères, bref, membres de votre famille. Lorsque vous êtes dans cette démarche de questionnement en cherchant l'origine, eh bien, vous allez générer beaucoup de frustration, voire de la colère, voire des émotions effectivement extrêmement vivaces, particulièrement vrai quand vous allez aller questionner des gens qui se pensent savoir, des gens qui pensent avoir une forme d'autorité intellectuelle dans leur domaine. Ma conclusion, parce qu'il y en a une, c'est un outil puissant que le First Principle Thinking. C'est un outil qui a permis notamment à des scientifiques depuis plusieurs milliers d'années de faire progresser l'humanité en questionnant les savoirs de leurs prédécesseurs. C'est un outil qui est peu courant parce qu'il demande du courage. C'est un outil dont les résultats peuvent être exceptionnels. Et c'est un outil qui est parfait pour les entrepreneurs. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, l'entrepreneur peut se donner le temps de questionner son marché, questionner les stratégies usuellement utilisées dans son domaine d'activité. Il peut se donner le temps de trouver des réponses différentes, solides, parce que basées sur l'analyse du principe premier. Et donc, voici un autre outil pour votre cerveau, un autre outil que vous pouvez commencer à appliquer si vous ne le faites pas déjà, et bien entendu, il y a une courbe d'expérience, donc plus vous le faites, plus c'est facile. Est-ce que vous avez des questions? Merci Frédéric. Je crois avoir répondu au moins une fois au pourquoi. Pour ceux qui ne voient pas le chat, Frédéric a posé la question pourquoi, pourquoi et pourquoi. Je rappelle aussi aux gens qui regardent sur YouTube que je monitore le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat.
Moi, je veux bien intervenir avec Avec une plaisir, question. Francis. Donc, je vois deux thèmes qui sont connexes à ce que tu indiques dans l'usage de cette méthode. L'une, c'est toute la partie émotion qui se manifeste au coin du bois, et l'autre, c'est ce que moi j'appelle la gestion efficace de toute information, c'est-à-dire que à partir de ces petits corpuscules mais pas simplement ceux qui sont en réduction, ceux qui sont décalés par rapport à là où on est. Donc, il y a toujours des informations, me semble-t-il, qui surgissent et on se demande si elles appartiennent au domaine où nous sommes. Or, il y a souvent une contradiction parce que si on va appliquer très rigoureusement cela, on se trouve aussi à certains moments dans l'obligation de refuser l'entrée de certaines informations dans le système. Et pour autant, on sent qu'il faut les amener. Alors, j'ai une échappatoire à cela, mais ce n'est pas une échappatoire scientifique, c'est de dire que de toute façon, nous sommes motivés à mettre tout ça en place quand il y a des problèmes, et ces problèmes dépendent de la situation dans laquelle on se trouve professionnellement à ce moment-là, et on veut l'utiliser pour avancer quelque chose. Donc, en fin de compte, c'est la réalité la plus pragmatique qui l'emporte, c'est on avance comme on peut, mais malgré tout, ça laisse ouverte ces deux, me semble-t-il, et c'est donc ça ma question, ça laisse ouverte ces deux possibilités. Il y a plein d'autres informations qui sont là autour, et puis la partie émotionnelle dont là je n'ai rien évoqué, elle est quand même très présente. C'est tout à fait vrai. D'abord, l'émotion, c'est l'obstacle à la pensée rationnelle. Mais c'est aussi un puissant outil. Et donc finalement, si on a gardé au fond de nous un cerveau limbique dont on dit qu'il fait 11 000 pensées par minute, alors que le cerveau rationnel n'en ferait que 100, c'est sans doute parce que l'évolution a trouvé utile d'avoir une sorte de boîte noire, principalement drivée par l'émotion, qui permet d'amener une génération de bouts d'idées, on va dire, de petits morceaux constitutifs. Et que le système du cortex préfrontal, qui semble-t-il filtre cela et fait émerger à la conscience ce qui nous semble finalement utile, nous fait un paquet ficelé. C'est une idée qui surgit comme ça, comme une bulle qui crève qui remonte des profondeurs et qui arrive à la surface. Et ce que permet la méthode du principe premier, c'est de s'interroger sur la façon dont ça s'est construit pour essayer de mettre de côté provisoirement l'émotion et essayer de regarder un cheminement logique pour remonter donc les prémices. Ça, c'est la première chose. Et loin de moi l'idée de dire que l'intuition ou les émotions sont inutiles. Vous savez, j'aime bien cette citation qui dit l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Bon. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes par la vitesse. Il faut parfois s'arrêter. C'est la notion du deep thinking. Et là, je viens vers l'autre élément qui est précieux, merci Francis de l'avoir mis en évidence, c'est que lorsqu'on descend vers les principes premiers, il y a plein d'éléments qu'on va laisser de côté, ils sont bien pourtant présents. Rappelez-vous le diagramme que j'ai montré, il y a 4 nœuds principaux, mais tout autour de ça, il y a une centaine d'éléments constitutifs. Donc ces éléments qui sont annexes momentanément, une fois qu'on a retrouvé les principes premiers, on va reconstruire son raisonnement et on va intégrer, parce que c'est utile. C'est juste qu'ils ne sont pas constitutifs des prémices. La puissance de ça, c'est que quand vous avez trouvé la prémisse, et ça vous est probablement arrivé dans votre vie une fois ou deux ou 10, de comprendre quelque chose profondément. Alors, quel que soit le cas de figure qui se présente, cette compréhension profonde va vous guider. C'est la différence entre un chef et un cuisinier. Un chef va inventer un plat en associant des textures, des goûts, des produits, des modes de cuisson, des textures. Et il va concevoir intellectuellement son plat, puis il va le tester jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il souhaite. C'est un acte de création qui part des éléments constitutifs.
le cuisinier va reproduire le plat que le chef a créé. Merci Frédéric pour cette gentille remarque quand tu dis que la façon dont je l'explique fait le lien entre la philosophie et l'usage concret. Non, elle est pas là, papa. Je vais muter Francis. Et effectivement, c'est l'objet. C'est l'objet.